Et un autre vendredi, fin de semaine, c'est l'heure du bulletin des cousins avec Julio Mendy. Et Aïcha Gaillan, ça ou. Comment ça va aujourd'hui, Aïcha? Et ça va bien, ça va bien. Ça fait va, beau ça dehors. Il fait 19 degrés. C'est une belle journée. On ne dira pas comment ça s'appelle parce que c'est plus vraiment socialement accepté. On sent l'amour dans l'air. L'été indien. On sent l'amour dans les L'été ondes des sur le Autochtones. podcast aussi. Oui, on sent l'amour. On est vraiment contents. Merci beaucoup à tout le monde qui donne généreusement. Ça fait une semaine qu'on a eu 3 000 $ de donation de vous. Round of Okay. applause, merci. It takes a village. It takes a village to build a community. It takes a village to build a nation. Et pour enregistrer un podcast aussi. Oui, Entre et autres. pour enregistrer un podcast, on est vraiment contents. Merci la gang. On sait que tout le monde est dans marde en ce moment, mais on est très contents que vous mettez vos petits 10 piastres, puis même vos 100 piastres, ou même juste quand vous Moi, j'ai partagez été comme pour qu'on puisse reach notre 7500 piastres. vraiment impressionné des gens qui nous supportent. Même sans parler d'argent, on reçoit énormément de messages. Oui. Les gens rebondissent sur ce qu'on... c'est vraiment comme... Il y a un bel échange en fait entre les gens qui nous écoutent, même si on n'a pas des milliers encore, j'ai bien dit encore. J'apprécie énormément les gens qui nous envoient des messages, qui rebondissent sur les conversations qu'on a eues, ça donne des conversations intéressantes et moi je vous encourage à faire plus de ça en fait. Donc, Ben oui. ouais, merci de fucker avec les cousins. On prend toutes vos propositions, tu sais. Mais comme on a une petite Capricorne, moi, on est toujours un peu d'avance, fait que ça s'en vient. On prend les suggestions, on va les appliquer. Ouais, dédicace à Maroussia. Oui, dédicace. Donc aujourd'hui, OK, on a tous les deux des vêtements très... Rétro Football Game qui t'a dédicace. T'as un chandail Roger Mila. Roger Mila. Et... Ouais, on est dans le sport, on est dans le thème du sport aujourd'hui. On va parler d'activisme et de sport ou de activisme athlétique, comme certaines personnes aiment le préciser. Tout simplement parce que être le premier noir dans une discipline, c'est être un activiste, qu'on le veuille ou non. Tu sais, le sportif, c'est un peu le nouveau saltimbanque ou gladiateur. Quand tu regardes par exemple la NFL, ça fait très... c'est l'heure de la battre. C'est des sports les qui sont joueurs de très hockey violents. aussi, ouais. Ouais, qui sont tenus par littéralement les gens du 1% pratiquement, tu vois. Des milliardaires qui ont la possession de corps. Il y a beaucoup corps. de... Ouais, non, complètement, quoi, tu vois. De corps noirs, entre autres, dans beaucoup de sports. Et donc, ouais, le sportif, quand il sort un petit peu des commentaires et des sentiers battus de « Ouais, il faut qu'on ait une défense plus tight, etc., etc. » et qui va un petit peu plus dans le social, et souvent, on a eu des moments iconiques dans l'histoire et des sportifs pris à défaut, des gens qui ont été genre mis plus bas que terre et ressuscités comme des héros plus tard pour changer un peu le narratif. Donc on va aller essayer d'aller dans plusieurs exemples comme ça. Donc c'est sûr que d'être sportif et d'avoir l'attention constante des médias, il y a des gens qui font quelque chose de cette parole-là et on va pas parler de sport, who's the god or not, c'est pas vraiment le style de la maison. On connaît rien, en tout cas. Moi, je connais rien. On connaît Donc, rien. n'ayez pas peur. Object. N'ayez pas peur, les gens qui aiment pas le sport, les traumatisés du cégep et autres cours de But I was a GPS. jock, hein? Non, souvent les gens qui aiment pas le sport, d'ailleurs, c'est souvent un traumatisme de. Ah ouais? Tu sais, j'étais le dernier à être pris dans l'équipe. À l'école, ouais. j'aimais pas ça. Ou le mec avait que des bonnes notes en maths, mais en sport, c'était un peu son genre je suis moyen ici, tu sais. OK. Mais bon, bref, encore Moi, une je suis une fois. personne full compétitive. J'aime le sport, mais j'haïs ça, regarder ça. Non. J'haïs ça. Ouais, donc c'est la conversation qu'on voulait avoir aujourd'hui. Et vu qu'on est dans l'air du temps, que c'était la finale des playoffs de NBA il y a pas longtemps, je pense qu'on. C'est les pourrait Lakers qui ont commencer par gagné, ça. c'est ça? C'est les Lakers qui ont Ah, ok. gagné après quelques. Ils Je ont fait savais traîner. pas. Ils ont fait traîner. OK. D'après les. C'est LeBron, ça. LeBron James. Dit-elle en faisant des blagues. OK. Puis, il est arrivé beaucoup de choses. Je sais qu'il y a eu un protest, la Oui, NBA strike. ils avaient le bubble, donc tous les joueurs de la ligue étaient à Orlando, je pense, dans les offices dans les structures de Disneyland, et c'est là où ils jouaient, donc ils n'avaient pas le droit. C'était comme une zone incubée où il y avait que les joueurs qui avaient le droit d'être là. Il y a eu des histoires qui sont sorties. Mais il y avait le gars là, qui était sorti de la bulle pour aller coucher Ouais. avec une fille. Non, un gars qui est sorti de la bulle pour aller voir sa famille malade ou whatever. Et à son retour, il s'est arrêté dans un... Ouais, il y a eu une fille qui est venue dans la bulle,
Mais il y a le gars qui était parti voir ses urgences familiales, mais quand il est revenu, en fait, il s'est arrêté dans un strip club à Atlanta et son excuse c'était comme ouais, je me suis arrêté parce que j'aime bien les wings là-bas. Oh my Genre, God. de tous les endroits où Le tu peux pire, manger c'est que des je suis wings. d'accord. Non, mais il y a vraiment, les gens disent beaucoup que souvent Écoute, les wings dans les strip clubs sont excellentes. Hein. C'est pas une légende, mais je suis sûr qu'il y a un équivalent. Je le crois. suis sûr qu'il y a un équivalent voilà, tu vois, genre, je dis ça comme ça, quoi. C'était pas ta meilleure excuse. Dis juste, bah écoute, je suis allé visiter un membre de ma famille qui serait The là. things I'll do for a sandwich at Serrano. Oh my God. Donc ouais, en NBA, il y a quand même pas mal de... Souvent, on avait eu le droit aux petits exemples. Les mecs qui portent un t-shirt I Can Breathe. On se rappelle tous de LeBron James à Miami en 2012 qui avait fait poser toute son équipe avec un hashtag We Are Trayvon Martin avec toute l'équipe avec le hoodie sur la tête. Je peux mentionner aussi Donald Sterling, l'incident où il avait parlé au téléphone, la conversation enregistrée avec sa copine où qui voulait pas que sa copine traîne avec des noirs et il a été licencié alors que c'était l'exemple du milliardaire propriétaire milliardaire qui a eu la mauvaise conversation privée qui est sortie de son contrôle donc il y a des petites doses d'activisme comme ça, des joueurs qui protestent ici et là, mais tout a changé évidemment depuis les événements BLM et on parle souvent de la NBA, on parle souvent de LeBron James, mais on oublie souvent de citer les joueuses de la WNBA qui ont été les premières à avoir fait des protestes en équipe, les premières à avoir eu une équipe entière qui s'agenouille pour soutenir Colin Kaepernick. C'était en WNBA, c'était pas en NFL, où c'était comme des individus ici et là, mais quelqu'un qui a fait front en équipe, c'était en WNBA. La première fois qu'on a vu des t-shirts Black Lives Matter à l'échauffement ou pendant la conférence de presse, c'était en WNBA. C'est toujours les NBA, femmes qui sont on the front line of everything. We Bah, always front line. Mais quand tu y penses aussi, le WNBA, c'est aussi Protect the beaucoup de babies. représentation de personnes queer, mais c'est black ça. women. Donc c'est peut-être c'est pas un discours qui leur est étranger, peut-être par rapport aux hommes qui sont un peu nichés dans leurs habitudes depuis qu'ils ont 15 ans, genre dribble and... Shut up and dribble. Ouais. C'est vrai, ça. Hey, c'est capoté. Puis je me souviens aussi d'un cher Obama qu'on adore, dit-elle avec ironie, qui est arrivé, qui a parlé avec LeBron, qui a dit, tu sais, you know, like, comme les gens en ce moment, avec le COVID et tout ça, ils ont besoin d'entertainment. Puis le basket, c'est de l'entertainment. So, stop the strike, you know. Ouais, stop moi je it, pense que c'est un please. peu. Je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de discussion. C'est juste de nous passer la pommade pour dire genre, hey, on fait quelque chose, mais c'est une industrie qu'on ne peut pas arrêter. Et quand même, là, They faut quand même... should. Vas-y, pardon, excuse-moi. Ils auraient dû vraiment faire un vrai strike de comme on ne joue pas tant que X membres du Sénat ou tu sais Congress people passent pas telle loi, tu sais. Ils auraient pu justement parce qu'ils ont un pouvoir sur l'argent, tu sais. Puis c'est comme ça que les États-Unis fonctionnent. Si l'argent roule pas, tout le monde est bloqué. Fait que tant que nous on joue pas, on fait pas tourner l'argent, ben vous devez nous donner certains Ouais, X, Y droits qui sont des droits qui sont pour les citoyens. Tu sais. T'as entièrement raison. Il y avait ce pouvoir-là de faire ça de Ouais, même. et quand on LeBron. regarde la WNBA, par exemple, on peut avoir la même conversation en parallèle, dans le fond où c'est une ligue qui est compétitive, qui a des gens, il y a beaucoup d'athlètes qui ont un discours qui mérite d'être entendu, mais leur voix ne porte pas aussi loin. Parce que c'est une ligue qui a moins de moyens, où il y a moins de sponsors. Je me souviens plus du nom de la joueuse, mais dernièrement on parle beaucoup de la différence de salaire. Il y a une joueuse qui a commencé à peu près en même temps que LeBron James, qui a 17 saisons comme LeBron James dans les pattes, qui a gagné pratiquement autant de titres qu'elle, mais elle gagne genre la moitié du salaire de LeBron, donc hors de la évidemment en matière de parité on pourrait parler de paye juste, mais la vérité c'est que les industries ne sont pas financées de la même façon et que ça va plus haut que la parité. Ça parle de gens qui regardent, ça parle de sponsors, ça parle d'avoir du following, etc. C'est Donc, clair, mais tu sais, pas à la WNBA, tu sais, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais vraiment NBA, il y a de l'argent là-dedans. Complètement. Tu strikes, t'arrêtes, tu bloques l'argent de tout le monde au nom de comme on bouge pas tant que t'as pas fait telle loi, tu sais.
Je pense que ça aurait été vraiment effectif. Oui, mais le sportif, il a une limite quand même, quoi qu'on en dise. À la fin de la journée, il travaille souvent pour un patron qui est souvent mais républicain. même sans son patron, LeBron pèse beaucoup d'argent. Oui, mais LeBron, il fait beaucoup de choses. Hein, LeBron, faut pas non plus lui... Tu sais, il ouvre des écoles, il a ses associations, il fait énormément de choses, il est très activiste. Mais on a aussi vu LeBron, se cacher un petit peu, genre quand les gens faisaient des critiques sur Hong Kong et les manifestations, et que LeBron était un petit peu genre non, moi je parle pas trop de ça, quoi, tu vois, alors que c'est le premier à être activiste pour les causes noires, et je lui jette pas la pierre pour s'occuper de ce qu'il connaît, tu vois, mais ça faisait un petit peu, tu sais, il était un peu en mode genre je vais être un peu du côté corpo gringo là, tu sais, c'était même sans t'engager, des fois il y a des façons de faire, quoi, tu vois, et donc il est pas hors de l'exemple, malgré son activisme, malgré toutes les choses qu'il fait. On a déjà vu LeBron quand même faire des discours ou dire des choses de façon un peu questionnable. Et là. Donc ouais, NBA, beaucoup de choses, mais c'est pas seulement ça non plus. Ben, on pourrait quand même citer toute l'affaire. Il y a une sorte de beef entre LeBron et Donald Trump. Je suis pas trop fan de parler de Donald Trump dans ma vie, mais c'est quand même drôle. Suite à une présentatrice de Fox News qui avait fait un commentaire du genre dribble and shut up, LeBron. Et c'était dans la période où LeBron avait appelé Donald Trump a bum. Et la réponse de Trump sur Twitter était quand même hilarante. C'était LeBron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made LeBron look smart, which isn't easy to do. I like Mike. Genre, j'aime bien le commentaire à la fin. I like Mike. C'est comme... Tu sais, ça fait un peu cours de récréation, là, quand même, tu vois. Ben, Trump vient de même, là. Ouais, bon, on connaît le personnage, mais voilà, tu sais, genre, c'est drôle de voir un des meilleurs athlètes au monde avoir comme une dispute publique avec le président. C'est très américain en même temps, tu sais. Complètement. Donc, voilà, quoi, genre... Je vais pas dire que LeBron est parfait, mais on a quand même vu, pour quand même quelqu'un de sa stature et qui fait l'argent, qui fait, genre, c'est pas beaucoup d'athlètes à son niveau qui ferait les sorties, qui fait ce genre de sorties, qui supporte ce genre d'association. Tu sais, il a fait des choses quand même. Il vient d'Ohio, je crois, ou un truc comme ça, de Cleveland. Il a fait beaucoup de choses là-bas aussi. Donc, faut rendre à César ce qui appartient à César, quand même. Oui, là, on niaise, on fait l'avocat du diable, ça comme ils disent. pas, il est pas à l'abri de la critique non plus, je veux dire, quoi. C'est ça. Mais, pour toi, get it from the start, là. Tu sais, cette année, durant le mois de l'histoire des Noirs, on apprend toujours des choses, OK? Puis même avant ça, j'ai toujours vraiment une passion pour le hockey en termes de jersey. Puis je tripais sur Ray Emery quand j'étais au secondaire. C'est un joueur des Sénateurs qui est décédé en 2018. OK. Puis j'étais à Bruxelles quand il est mort, puis ça m'a vraiment fait quelque chose, là. C'est un goaler, OK? Goalie. Il était vraiment bagarreur, là, mais il était chicks, là. He was like one of the rarest black dudes on ice que j'ai vu, puis que je tripais dessus, tu sais, parce qu'il y avait Georges Larac, Piqué et tout ça. Puis, mais j'imagine que c'était avant, ça? Ouais, Ray Emery, ça fait longtemps, là, tu sais, là. Puis, ouais, il est vraiment décédé à la noyade, le truc vraiment triste, là. J'étais genre, je pleurais chez moi à Bruxelles. Puis j'étais comme, personne ne savait c'était qui. J'étais genre, ouais. Mais comme, en tout cas, tout ça pour revenir que cette année, durant le mois de l'histoire des Noirs, j'ai découvert, OK, que les Noirs avaient inventé le slap shot. OK, il va falloir que tu m'aiguilles un peu parce que je suis à C'est l'arrière. ça. Okay. Il faut expliquer aux Français c'est quoi slap shot, quoi. Par exemple, un slap shot, c'est quand tu prends, tu sais, ton... vas-y, le slap shot alors, mademoiselle la connaisseuse de hockey. Tu fais comme ça, tu slap shot. OK. Je sais pas comment expliquer. J'ai compris, je pense que j'ai compris. Stasta, le monde qui écoute, je suis vraiment désolée. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Faut regarder la version ça, c'est la vidéo. version YouTube pour vous, ça. C'est ça. Ça, c'est la version YouTube, le tac, tac. OK? Ça, c'est un slap shot. Puis, c'est drôle parce que, dans le fond, s'ils faisaient cette technique-là, le slap shot, c'est qu'ils avaient pas le choix. Parce que c'était une ligue qui s'appelle The Colored Hockey League, qui était basée dans les Maritimes. Fait que ça, c'est comme les provinces de l'Est canadien, pardon. Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, tout ça. Mm-hmm. Et genre, eux, ils pouvaient juste faire du hockey quand il y avait plus de saison, quand la glace était plus froide. Fait que ça, ouais, ils sont foutus de leur gueule, quoi. Ouais, Fait que eux, ils faisaient du hockey durant le printemps, quand il y avait des gels et des dégels, tu sais.
Fait que c'est un peu chiant pour Ouais, non, c'est patiner. dégueulasse, man. Genre. Ouais, fait qu'il y avait vraiment pas le choix de faire des slap shots si vous voulez faire des buts puis que ça soit effectif et tout ça. Tu sais, c'est vraiment comme... C'est assez spécial. Puis le gars qui a inventé Slapshot, je veux pas manquer son nom, c'est Eddie Martin de l'Eureka de Halifax en 1906. En 1906, donc ils étaient en galère, ça glissait pas, boum, ils ont commencé à faire du slap shot, les mecs. Oui. Puis J'adore cette histoire. le Colored Hockey League, ça date de 1895, tu sais. J'ai jamais entendu parler de cette ligue-là, en fait. Quoi, il y avait des Noirs en Nouvelle-Écosse qui jouaient au hockey. Autant dans le baseball, on entend souvent parler du Negro League. C'est pas quelque chose que j'ai entendu parler dans le... Oh yeah, baby! I'm repping with my jersey, feeling Canadian, eh? Canadian, eh? I feel so Canadian, eh? Puis la plupart de ces gars-là, c'était des numéros 10, OK? Parce qu'ils étaient tous les premiers Noirs à aller à l'université de Dalhousie, les premiers Noirs à passer le barreau en Nouvelle-Écosse. C'était vraiment genre tous des... Il y en avait même un qui avait fondé une association panafricaniste en Nouvelle-Écosse. C'était vraiment genre des numéros. Mais les Renois en Nouvelle-Écosse, ils ont l'air... Ouais. Genre, c'est comme ça se passait, Black Excellence. Hein, oui. Hein. Ben, avec l'histoire qui ouais, s'est passée là-bas, ouais. Afriqueville, etc. Il y avait vraiment une communauté de Noirs là-bas. Là. Mais vraiment, là, they made stuff happen. OK? Et genre, c'était... Let the people know. Exactement. C'était un honneur pour moi de savoir ça. Là. Puis pour ceux que ça intéresse, là, mes fans de hockey là, à la maison, il y a un livre qui s'appelle The Lost History of Colored Hockey League of the Maritime, 1895 à 1925. Ouais. Un livre le fun, là, si tu veux regarder. Là. Puis ça me fait rire parce que aussi, il y a un classique qu'on regardait quand on était au service de garde. C'était un film qui s'appelait Slapshot, qui est sorti en 77. Puis vraiment, c'est pas ça. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment le classique là, des joueurs super blancs, etc. Mais ça s'appelle Slapshot. Pourtant, l'histoire de ça, c'est ça. C'était pas ça. Parce qu'il y a même les joueurs du Canadien, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est Boum Boum Geoffrion qui aurait inventé le Slapshot. Boum Boum Geoffrion. Ouais. Juste pour son nom, il mérite pas d'avoir inventé le slapshot. Je suis désolé, ok? Boum Boum, dégage. Oh, tu dis ça, tu heurtes beaucoup de gens. Je sais pas qui c'est, Boum Boum, m'attaquez pas, je sais pas qui c'est. Okay. Oh là là, c'est vraiment un joueur étoile des Canadiens, des Habs, là, mais beaucoup de gens claiment que c'est lui qui aurait fait ça, mais pas tout. Écoute. Ouais, non, je stick sur mon statement. Fuck Boum Boum, man. Tu sais, moi, je suis née, là, il faisait moins 30 degrés, là. Tu vois, en janvier, à Montréal. Je suis vraiment de l'exemple de genre afro-keb, là. Puis genre, le hockey, genre, je rap. Fait que ça me faisait chaud au cœur. C'est bon, ça. Je te dis, ça fait chaud au cœur de savoir ces histoires-là. Donc ouais, quand on parle de sport et activisme, alors je sais pas toi, c'est quoi ton rapport à ça en fait? À quoi tu penses quand tu penses à tes premières mémoires de genre tu regardes la télé, genre je m'en fous de ce sport mais cette personne est vraiment cool, ça me parle. Ben c'est sûr là, Jackie Robinson, Mohamed Ali, O.J. Simpson. Bon, on va revenir là-dessus plus tard. Là, t'es en train de spoiler un peu, mais bon, allez, ouais. C'est sûr que Michael Jordan, là, c'est comme le temple de ouais, mais activiste. Non, mais tu sais... Activiste, c'est clair que non, il n'y a rien fait, ouais. Mais en même temps... En même temps, juste d'être représenté, c'est déjà énorme, quoi, tu vois. Genre, bon, maintenant, on a plus j'imagine qu'on a plus l'habitude de voir des personnes noires iconiques, surtout dans le sport, où il y a des choses qui sont un peu plus... auxquelles on s'attend, là, tu sais. Genre, voir un musicien noir qui déchire, c'est pas genre... Ouais, tu sais, comme un sportif, là, tu sais, c'est reconnu. Mais je trippe aussi sur les gymnastes, là. J'ai fait de la gymnastique, là. J'allais à Gymkhana, à Montréal-Nord. Il y a Amélie PM, là, la mannequin, elle allait là-bas aussi quand elle était petite. Gymkhana, là, ceux qui savent. Puis tu sais, c'est vraiment un sport vraiment assez... ça comme la gymnastique... rythmique, là. Ok, d'accord, je vois. Gymnastique à la québécoise. La GRS, quoi. Avec les pirouettes. Avec des rubans et tout. Imagine, moi, je faisais des pirouettes, mon ami. Ouais, ça m'étonne pas trop, en fait, quoi, tu vois. Je suis pas... C'est pas un stretch, j'arrive à l'imaginer. Oui. J'arrive à l'imaginer. Définitivement, ouais. Mais sinon, il y a plein de monde, là. Mais tu sais, en parlant de Jackie Robinson et Lovecraft Country...
qui est fâché. Non, j'adore ce show aussi. Ben, ça fait 2 fois qu'il y a des Jackie Robinson references. Ouais, parce dans que c'était vraiment une icône de son époque. Si on veut rappeler aussi, Oui. c'était le premier noir à jouer dans la ligue de baseball professionnelle. Donc Il pas a joué juste pour Montréal noirs. aussi, hein? Ouais, en 1947. Et il a joué pour les... Parce qu'il était affilié au New York Dodgers, je pense. Mais avant d'aller signer en pro, entre la Ligue noire et la Ligue professionnelle américaine, il a joué à Montréal pour les Royaux de Montréal. Ouais. Tout le monde met les trucs des expos sur sa tête, c'est drôle. Mais ouais, on est dans... D'ailleurs, mon père était dans un calendrier du mois de l'histoire des Noirs avec Jackie Robinson. J'étais fière de ça. Donc ça fait qu'il traînait... il habitait ici ou quoi? Qui? Jackie Robinson? Je connais pas son histoire. Je croyais que tu allais me donner de... Je voulais juste Montréal plugger ça. Nord Underground, genre qu'il était là, il traînait dans les bails, tu vois, genre... Il était là, Il allait le dans gars les était là. casse-croûtes. Mais sinon, il était pas ton gars, là, de Jack Johnson. Ouais, écoute, on peut parler brièvement de cette époque, un peu des années en noir et blanc, pretty much. 1910. En 1910, Jack Johnson, c'est le premier boxeur noir à combattre sur le ring un individu de poids lourd blanc. Et il me semble que c'était un Canadien, je pense d'ailleurs, Ah ouais, qui était sorti de sa retraite et qui avait vraiment défoncé tout le monde. Il n'avait jamais perdu de sa vie. Et Il dit, je vais combattre dans le seul but que prouver Non, parce que- qu'un homme blanc est meilleur qu'un N-word. Jack Johnson, il défonçait tout le monde, quoi, tu vois. Il était dans une ligue, évidemment, de noirs à la base, mais il était tellement fort que tout le monde disait, ouais, tu peux pas affronter le gars. Il disait, toi et tout le monde, je peux affronter le gars le plus fort du monde. Et de fil en aiguille, l'histoire a monté, ça s'est saucé, ça se fait saucer. Sauce. Et boum, il s'est trouvé à combattre et c'était James Jeffries, ou Jeffries, je sais pas comment on prononce ça, qui avait déclaré, je vais combattre dans le seul but de prouver qu'un homme blanc est meilleur qu'un nègre. Il n'a pas trop rigolé à la fin de son combat, quoi, tu vois. Il s'est fait péter la Il s'est gueule, fait quoi. péter la gueule comme un petit con, quoi, tu vois. Et à l'époque, c'était un gros événement quand même. Il y avait quand même 22 000 spectateurs dans le Nevada. Et il est arrivé sur un son pendant que... Bon, il n'est pas arrivé sur un son parce qu'il n'y avait pas de speaker et tout à l'époque, mais le public chantait la chanson « All cool look alike to me ». J'attends, je lis la chanson. All coons look alike to me, sung by Arthur Collins, with his banjo accompaniment by Mr. Bess L. Osmond, Edison Records. Et Bon, pour tous mes fans de ukulélé, si vous voulez vous entraîner, ne jouez pas cette chanson, s'il vous plaît. Merci. wow, ça me fait penser justement à un des épisodes de Lovecraft Country, mais ça, Ça, c'est la vraie vie, Aïcha. C'est la vraie vie. je te dis, ça me fait vraiment penser à un épisode. Là. Il y avait un épisode, là, ils ont pris des chansons comme ça, là, de All Cool Look Like Me, ou des trucs comme ça, des trucs de Uncle Tom pour faire une espèce de bébite vraiment effrayante. Oh my God, you need to update yourself. J'ai regardé. Ouais, by the way, je suis à jour. Et Jack Johnson avait une épouse blanche en 1910, yo. Puis c'était illégal. Et c'était illégal. Et d'ailleurs, il y avait les sénateurs qui voulaient absolument le mettre en prison pour ça, qui ont créé une loi juste pour quand il voyageait entre les États pour ses combats. Et il est parti voyager pour un de ses combats et boum, la loi venait de passer et c'est comme ça qu'il a été condamné en prison. Mais il a réussi à s'enfuir. Et il a vécu au Canada pendant des années, en France. Là, il faisait des combats ici. Et au bout d'un moment, écoute, il est rentré aux États-Unis. Il a purgé sa peine. Il a purgé sa peine de 1 an de prison pour avoir des relations interraciales à l'époque. Quoi, tu vois. Boy. Donc, si vous aimez cette histoire aussi, il y a HBO qui vient d'annoncer un film qui s'appelle Unruly, qui va être Jack Johnson va être joué par Mahershala Ali. Oh, il est tellement bouchon, lui. Voilà, pour tous les fans de l'acteur. Ça va le faire. Bon, moi, je suis curieux de regarder ça, en tout cas. Ça m'exciterait de regarder. Ouais. C'est un acteur que j'aime bien, non, honnêtement, sans blague, quoi. Jesse Owen. Ouais, vas-y, je te laisse faire. Je vais pas juste parler moi, quoi, tu vois, je vais parler pendant 1 heure. Je sais, mais je le connais pas. Ouais, mais tu me disais, ouais, mais je connais ça et tout, tu vois. Non. Je t'ai mis des notes et tout. Je Bon, t'ai attends, mis des ça, on notes. va éditer, évidemment. Bon, Jesse Owen, on peut parler de Jesse Owen aussi, pour moi, qui est la première icône noire sportive, en fait, quoi, tu vois. Parce que, faut dire la vérité, j'ai pas entendu parler de Jack Johnson jusqu'à l'an dernier, quoi, tu vois. Et je pense que dans l'imaginaire de tout le monde, si on parle de première icône noire, on parle de Jesse Owen, qui était un sprinter qui a gagné plusieurs médailles pendant les Jeux Olympiques d'Allemagne en 1936, à Berlin, pendant la guerre mondiale, Hey. dans l'antre des nazis
Et... Alors que les mecs, ils faisaient en mode genre l'homme blanc, la propagande, la génétique, le génie, etc., etc. Et le Renault, il est venu, ils a tous défoncé, quoi, tu vois. le Renault, elle a pas, elle est sérieux. Et c'est plutôt beau comme histoire. C'était pas, il était comme considéré comme héros national à son retour parce qu'il représentait vraiment la victoire américaine sur les nazis. Mais en même temps, le président Franklin Roosevelt, qui voulait se faire réélire à cette époque-là, ne l'a jamais reçu à la Maison-Blanche, juste de peur d'irriter les fans de chapeau pointu. Allez, bon, je sais pas si ça existait déjà à l'époque. Mais oui, ça existe Donc, depuis la fondation des États-Unis, les KKK. Ouais, là, non, comment? c'est clair. Donc, dans le fond, ouais, c'était comme héros à l'étranger qui avait des Adidas au pied d'ailleurs. Petite histoire on the side. Mais c'est une autre histoire pour un autre épisode. OK. Donc, ouais, c'est quand même vieux là, c'est pas ces affaires d'activisme et de sportifs noirs. Du moment que il y a eu des photos, du moment qu'on a pu comme archiver les événements de sport, le noir, malgré lui, était activiste, qu'on le veuille ou non. Tu sais, qui se faisait appeler activiste ou non, quoi, tu vois. Wow, c'est ouf, hein? Wow. Mais moi, il y a une fille, elle s'appelle Dominique Dawes. Je l'aimais beaucoup parce qu'elle faisait de la gymnastique. Puis elle était triple olympienne. C'est la première noire à gagner une médaille d'or dans la discipline de gymnastique. Puis ça, je pense que c'était dans les années 80-90. Puis, ouais. Elle était vraiment... Dans un documentaire, c'est vraiment intéressant parce que t'es comme « People were chanting USA, USA! » And it was something that I could never forget. Puis c'est vraiment comme, t'imagines, là, quand t'es le premier noir à faire quelque chose, puis tout le monde est là, te crie USA parce qu'ils sont fiers que tu représentes leur pays, mais... Et que t'as eu l'expérience toute ta vie d'être un petit peu un paria, mis de côté. Et c'est un exemple qui revient souvent aussi dans tous les exemples qu'on précise, que ce soit pour Jesse Jackson, ou on peut parler aussi de... pardon, j'ai un petit trou de mémoire... ben même quand on parle de Colin Kaepernick par exemple, tu vois, c'est quoi qui fâche l'opinion publique, c'est comment oses-tu te rebeller, sois un bon nègre et shoot la balle et lance la balle. C'est comme ça qu'on veut. T'as pas le droit de critiquer notre belle Amérique, tu sais, comme si t'en faisais pas partie. Donc il y a quelque chose de foncièrement contradictoire en fait dans la représentation tout simplement des athlètes. Surtout qu'on n'a pas de mal à représenter. On n'a pas jamais de mal à représenter en fait un athlète de couleur pour un autre pays en fait, quoi, tu vois. En Europe c'est un peu le classique, quoi, tu vois. L'équipe de France, hein. Ben oui, donc quand Colin Kaepernick est arrivé en contestant l'hymne national pour certaines phrases qu'il jugeait racistes, mais nous en France c'est une polémique qu'on a aussi. L'hymne national dans l'équipe nationale, on parle de ça depuis ces 30 dernières années, quand même, sans aucune interruption, de savoir qui est le bon soldat, qui est le bon tirailleur qui va aller à la guerre pour les Français, ou celui qui a une attitude un peu rebelle, quoi, tu vois. Donc je pense à des cas comme Karembeu, un joueur qui s'appelait Karembeu, qui était d'origine Kanouk de la Nouvelle-Calédonie, et lui il refusait foncièrement de chanter l'hymne national français par respect et honneur de ses ancêtres qui avaient été en fait, ils avaient fait des voyages pour les expositions universelles pour être exposés en tant que sauvages, etc. Et sa famille avait ce background, il avait perdu des gens de sa famille, qui avaient été séparés, etc. Et pour lui, c'était important de pas chanter l'hymne. Et il a été pris à partie. Jean-Marie Le Pen, évidemment, avait fait la polémique à l'époque en disant qu'il y avait trop de Noirs dans l'équipe de France. Il y a eu une affaire de quotas il y a 10 ans, comme quoi la fédération voulait mettre des quotas pour pas qu'il y ait autant de Noirs dans l'équipe de France. C'est parce vrai? que, ouais, non, c'est des histoires vraies, tout ça. Oh my God, parce que c'est ça aussi, c'est que je me souviens, dans les Coupes du Monde, à chaque fois, ils sont comme, ouais, ils sont tous français, oh, tout le monde est français. Mais même les autres pays se moquent. Moi, je me rappelle quand la finale qu'on a gagnée l'an dernier et qu'on avait sur le Twitter, c'était un petit peu, les Américains étaient un peu dans la sauce, ouais,
Ah, maintenant ils sont français, c'est des Africains pour moi et tout, et c'est comme ils réalisent pas que pour nous les Noirs en France, c'est une conversation qu'on n'a pas attendu la Coupe du Monde pour avoir, quoi, tu vois. Et c'est un sujet qui vient chercher quand même un peu deep, parce qu'on a toujours des histoires on est africain à la maison, mais à l'école on est dans le système français. Ce que t'apprends, la première leçon que t'apprends en histoire géo à l'école en France, c'est nos ancêtres les Gaulois, et c'est vraiment l'héritage colonial. C'est ce que t'apprenais si t'étais dans n'importe quelle colonie dans les années 50 ou 60. Le début du programme n'a pas changé, tu vois. Donc il y a toujours cette division entre représentation de l'État à un niveau quand même gratifiant, tu sais. C'est quand même un privilège d'être un sportif qui représente son pays si on t'a choisi, toi, parmi des milliers d'autres, quoi, tu vois. Mais aussi, il y a toujours des affaires de récupération. Privilège, je sais pas comment je dirais ça. Privilège, si t'es un sportif qui a tout sacrifié dans sa vie pour faire un sport et que t'es sélectionné pour être parmi les meilleurs au monde, oui, c'est un privilège. Après, si tu vois ça comme un privilège parce que ça vient du côté, c'est pas le gouvernement, c'est les meilleurs du monde. Vois pas ça comme. Non, mais dans le sens où comme ils ont travaillé pour, ouais, je comprends, ouais, t'as raison. C'est vraiment peu importe la couleur de la personne, là, ils ont tous travaillé. Ouais. Mais à ce niveau-là, quoi, tout le monde est vraiment bon. Tu vois? Oui, tu sais, c'est pas un privilège. C'est comme le monde qui dit t'es chanceux d'avoir. Ok, non, c'est fair de dire ça. Ouais, c'est vraiment plus dans le sens du travail qu'ils ont fait, là. Mais tu sais, il y a toujours l'antithèse. OK. Pour ceux qui me connaissent, moi, je suis allée au Brésil 6 fois. On ne savait pas, Aïcha. Mais la première fois que je suis allée au Brésil, tu sais que je savais pas que ça allait être la Coupe du Monde. Ah, no way. Tu te fous de ma gueule. C'est trop drôle. La première fois que je suis allée au Brésil. T'es allé genre au pays le plus fouteux au monde. Ouais, je savais pas que c'était l'année de la Coupe du Monde au Brésil. Okay. Et bonne ou mauvaise surprise? C'était une bonne surprise. Ben ouais, c'est comme ils vivent le foot là-bas, quoi. Ouais. Mais ça m'a vraiment fait beaucoup de questionnements. Ouais, il y avait beaucoup de polémiques aussi autour de... beaucoup de polémiques. J'ai fait des lectures aussi parce que le voir en vrai, c'est déchirant. Puis ça me fait penser à un joueur, Monsieur Pelé. Pour ceux qui connaissent pas, tu sais, comme, genre, c'est vraiment le gars. Il a gagné, genre, 3 Coupes du Monde. C'est vraiment comme le joueur brésilien, comme Pelé. He's like... Ouais, on peut dire que c'est un des 10 joueurs les plus légendaires au monde. C'est comme un demi-dieu, là-bas, tu sais. Puis lui, tu sais, en 70, il était comme... On a mené une enquête sur lui parce qu'il disait, ben, tu sais, t'es affilié avec la gauche... parce que, tu sais, t'as fait des sympathies envers la gauche, parce qu'il voulait, genre, libérer des prisonniers politiques, etc. Puis lui, il a comme nié, tu sais, il était comme, oh non, c'est pas moi qui ai vraiment fait ça. Puis j'étais comme, OK. Puis en 76, après, il est allé jouer un match à la gauche au Nigeria, puis il y avait comme fou coup d'État là-bas, donc il était obligé de rester dans sa chambre d'hôtel avec d'autres athlètes, puis il était comme pas down, lui, il voulait juste s'en aller. Il était un peu comme, you know, he wants to live his life, puis pas être trop impliqué, parce que, tu sais, il a aussi connu les années de dictature au Brésil et tout ça, tu sais. C'est quand même un afro-brésilien. Donc, là, il là-bas. essaie de rester neutre, en fait. Il essaie de rester neutre pour sauver sa peau, parce que, bon, tu sais, il a vu des choses, là. On s'entend, là, des favelas des années 50, là. Je peux pas imaginer comment c'était. Tu sais, donc là, lui, il s'est enfui de son hôtel pendant le coup d'État, puis il s'est déguisé en pilote d'avion pour pouvoir s'échapper. Waouh! Ouais. Puis sinon, comme en 2013, OK... Avant secret Pelé. Ouais. Puis tu sais, en 2013, au Brésil, les gens faisaient full de manifs parce que la Coupe du Monde allait s'en venir en 2014 et 2 ans après, Coupe du Monde, OK? Fait que vraiment, comme pas de souffle, OK? Pour ce pays, tu sais. Puis au début, genre, Pelé était comme, genre, fuck les manifestations, tu sais, comme, la Coupe du Monde, c'est genre, c'est important, le futebol é importante para a gente brasileiros. C'est quoi, Diego Bono? Il disait que c'est important, le soccer pour le pays. C'était ouais, non, c'est... Mais c'était vraiment comme une opinion que la gauche était comme oui, mais comme... Ouais, c'est comme une opinion genre one-sided. Oui, genre, ouais. parce qu'il faut se rappeler, là, durant la Coupe du Monde, là, il y avait des stades dans toutes les grandes villes. Qui ont été construits super rapidement, avec des moyens gigants. Qui ont été construits sur des favelas aussi. Sur des quartiers défavorisés. Qu'ils ont dû virer du monde, détruire.
C'était vraiment, genre, c'était le monde à l'envers, tu sais. Puis là-dedans, les gens essayaient de s'en sortir. On s'entend, il y a aussi... je pense que c'est dans le temps de tes mères. Fait que c'était la droite qui commençait à prendre le pouvoir parce que Brésil, c'est très droite-gauche. Puis, tu sais, les socialistes se font traiter de faire de la corruption, mais tandis que la droite aussi en fait, mais c'est le système qui est comme ça. Puis, il n'y a rien qui va changer si on change pas le système. Écoute. Donc, Pelé tirait des deux côtés, mais lui, il voulait absolument rester neutre et aussi c'est faire preuve d'individualité et de pas forcément suivre un groupe. Et en tant que noir, des fois, on n'a pas trop cette opportunité-là. Des fois, on est noir et il faut qu'on pense comme tout le monde. Et on vit dans un moment où... pas nécessairement penser comme tout le monde. Politiquement, j'ai envie de dire que si, tu sais, genre, maintenant, peut-être c'est une conversation qui est ouverte depuis ces dernières années, on va dire, ou cette dernière année. Mais genre avoir des noirs républicains avant, c'était comme la plus grosse insulte au monde, quoi, tu vois. Mais il y en a toujours. Quand Michael Jordan voulait pas faire prendre position sur le mec en Caroline du Nord qui devait faire un mandat en plus pour quelqu'un qui essayait de faire virer un républicain ou de se faire élire à la place d'un républicain, et que Michael Jordan avait été sorti en commentaire quand on lui avait demandé son opinion et dire Republican by sneakers too. À l'époque, ça a fait un gros tollé. Aujourd'hui, si ça se passerait, je pense que ça serait beaucoup plus accepté, tu vois. Donc c'était vraiment lui qui voulait faire preuve d'individualité et rester quand même neutre, même si on voit pas forcément ça comme de l'activisme athlétique. Ça peut être vu comme ça aussi en termes d'individualité aussi. Mais tu sais, Republicans buy sneakers too, tu sais. C'est sûr que ça parle de capitalisme, tu sais, de comme... Oui, mais c'est son choix. C'est son choix en tant qu'individu. Non, j'ai pas dit que je suis pas d'accord ou que je suis d'accord. C'est juste un fait. Là. Commence pas à glisser des idées marxistes ici, Aïcha, ok? On est notre... Non, mais il dit ça. Ça veut dire que, tu sais, il assume qu'il vit dans un... Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est clair, net et précis. Il veut faire son bread, complètement. C'est tout. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est vrai. Et aussi, Michael Jordan, n'oublie pas aussi, en 92, pendant la remise de médaille d'or... J'étais là, 92. Ouais, la remise de médaille d'or pour toute son équipe qui a gagné la finale de basketball face à je sais qui. Ils ont un sponsor Reebok. C'est Dream Team des Jeux Olympiques. C'est la Dream Team 92, la première, là, la plus légendaire, quoi. La Dream Team, avec Charles Barkley, c'est une bonne année, Magic 92, Johnson, hein. tous les bails, quoi, tu vois. Tous les gars qu'on met toujours leurs sneakers aujourd'hui. Et dans le fond, c'était Reebok le sponsor, et lui c'était un gars Nike, et il a pris la bannière américaine pour cacher le Reebok sur lui, pour monter sur le plateau, et les sponsors étaient furieux parce qu'on n'a pas eu la photo de Michael Jordan, pardon. Tout le monde se trompait quand t'es petit en plus. Ouais, et on n'a pas la photo de Michael Jordan en Reebok, qui est l'équipementier de l'équipe nationale. Mais lui, il a vraiment twisté ça à 360 degrés. Il a joué sur le patriotisme super américain. Qui sait qui va le blâmer d'avoir le grand drapeau gigantesque américain sur lui? Il est wrapped up. Personne va lui reprocher ça. C'est un coup de génie aussi quand tu penses. Mais pareil, ça c'est comme la division. C'est comme brûler le drapeau américain. Donc ça, aux yeux de certains, il aurait pu passer pour un activiste juste pour être pro-américain, genre. Pourquoi tu peux pas passer pour un patriotiste américain, genre, tu vois? Tu passes pas pour un activiste si t'es pro-américain, là, du tout, là. Ben, ça dépend de quel côté tu vois les choses. Du côté de la droite, là. Si t'es un mec de droite, pour toi, c'est de l'activisme que tu fais. C'est la vérité. Ça veut pas dire. C'est pas de l'activisme pour à toi, droite. Non, je suis désolé, non, je suis pas d'accord avec ça. Parce que la droite est déjà en place. Je sais pas, peut-être que j'ai tort. J'ai sûrement tort, mais d'un côté, j'ai envie de défendre mon point. Tu vois. OK. Et non, pense-y. Si t'es un mec de droite, quelqu'un qui a des idées un peu marxistes ou quoi, ou whatever, qui serait appelé comme genre terroriste ou un truc comme ça, tu sais, ça dépend. Surtout de nos jours, comme les choses sont vachement divisées et que tout le monde est un peu au regard de l'autre côté de la barrière comme étant l'ennemi, ça m'étonnerait pas que les gens qui sont vraiment à droite comme ça, pour eux, ils sauvent, tu sais, les gens qui sauvent leur pays, tu vois, genre pour eux. C'est juste des patriotes, c'est pas des activistes, c'est pas le même mot, c'est pas la même chose. Oui, t'as raison, mais tu vois ce que je voulais dire. J'ai adoré, vous avez entendu, chers auditeurs? T'avais raison. Ouais, t'habitues pas trop quand même. Oh. Non, je rigole. D'accord. Mais, bon, antithèse. On voulait garder le sucré pour la fin. Ouais, tu l'as grillé. Tu sais de qui je parle? Ouais. Qui? OG. Et I'm not black, I'm OJ. I'm not black à OJ. Et pareil, donc OG, c'est comme genre... Lui, c'est pareil, le mec qui divise le plus, quoi, tu vois. Oh mon Dieu.
T'as déjà vu le Chappelle Show I'm not black. The Racial Draft avec Dave Chappelle qu'ils essaient de... Donc c'est comme une réunion. Oh oui, le racial C'est draft. comme genre, ouais, non, OJ, non, man, Oui. personne veut OJ, les blancs veulent pas OJ, les noirs veulent pas OJ. Puis là, le Wu-Tang Clan, il va avec les Asiatiques. Ouais. Puis ils disent Tiger Woods avec les Asiatiques, non? Je me rappelle plus exactement, mais la partie de OJ est quand même drôle. Ouais, parce que tu sais, ceux qui connaissent pas O.J. Simpson, là, y a-tu quelqu'un qui connaît pas Tout le O.J. monde connaît Simpson? OJ, man. J'espère vous. Ben, au pire, Google, fais pause, Google leur revient. Mais comme, tu sais, O.J. Simpson, à un moment dans sa carrière, au début, il était pas vraiment codé pour un public noir, tu sais. C'était vraiment genre le nec de service qui faisait du baseball, du foot, puis des films, puis genre de la publicité. Puis... Aussi, il se brossait ses cheveux crépus en arrière. Regardez, regardez OJ. La dernière fois, je regardais son documentaire, j'étais comme, mais il se coiffe chez nous, ce quand même pour l'époque. Et là, j'ai capté, tu vois, jusqu'où il poussait le délire, quoi. I'm not black, I'm OJ. Wow, c'était Il devait se vraiment regarder devant son miroir tous les jours, genre en mode, tu vois, genre, cheveux gominés. En gros, il y a ça. Et là, ensuite, il se fait accuser d'avoir tué sa femme. Double meurtre, sa femme et son amant. L'amant de sa femme, pardon. Désolée. Il y a, le gars, il a tué sa femme et son amante, là, OK? Genre, he did it, OK? O.J. did it. Puis là, ben, c'est un moment qu'il y a Rodney King qui se passe, qui se fait taper par la police, gros riot à L.A., tout ça. Un espèce de comme George Floyd, mais comme dans les débuts 90s, tu sais. Fait que tous les Noirs étaient comme... un peu comme la tension qu'il y a en ce moment. C'est la tension, c'est exactement la même tension qu'il y a maintenant, mais il y a au moins 30 ans, tu sais. Donc là, tout le monde disait « Ah non, c'est pas vrai, genre O.J. il l'a pas fait. » Donc tout le processus judiciaire, sachant que O.J. did it, son avocat et toute l'équipe d'avocats, d'ailleurs, le père de Kim Kardashian était impliqué là-dedans, pis tout. OK? C'est comme ça que les Kardashians ont fait leur bread. D'ailleurs, O.J. était le godfather de une des Kardashians. OK? Et là, ils ont tous fait ça, là, un race thing, pour pas que le gars il se fasse arrêter. Oui, donc ça, c'est un peu le contre-exemple du mec qui avait littéralement qui s'en est sorti parce qu'il était noir, ce qui est plutôt rare quand même. C'est pourquoi? Bread. Money. C'est juste, c'est vraiment juste ça. I'm not black, I'm O.J. C'est-à-dire que le gars est tellement puissant au point de vue du capital qu'il a pu se sauver. Mais ça, il faut vraiment que tu sois dans un certain level d'argent, tu sais. Oui, mais c'était quand même il avait quand même avant le meurtre, c'était quand même genre le role model O.J., publicité de céréales, etc. Mais les gens l'ont défendu parce qu'on est allé dans les émotions des gens. Oui, et c'est quelqu'un qui était dans le, tu sais, un petit peu dans les mémoires de tout le monde, parce que tout le monde a grandi en regardant O.J., pas moi personnellement, mais dans ces pays-là. Donc il y avait un capital sympathie quand même pour O.J. C'est clair, mais c'est juste à cause, je pense que c'est vraiment le truc de Rodney King qui est arrivé avant, là, qui a vraiment gagné. Il faut remettre les choses dans son contexte. Ça l'a vraiment, là, tu sais, imagine là, un truc comme George Floyd, puis là, on accuse LeBron d'avoir tué sa femme. Ouais, mais Actually, he did it. Mais l'histoire du role model, tu vois, genre l'athlète qui doit être activiste et avoir le bon ton et jamais se manquer quand il parle, il faut qu'il soit un exemple pour sa communauté, il faut qu'il soit engagé politiquement. C'est pas pour tout le monde non plus, quoi. Tu sais, on n'a pas tous les épaules et le cerveau pour alimenter ce genre de conversation en tant que. Ça me gosse quand les gens disent ça. Tu sais même pas comment ça m'énerve. Je dis que c'est pas pour tout le monde, quoi, tu vois. Parce que, encore une fois, tu sais, on parlait de ça la semaine dernière, tu sais, t'as la chance d'avoir des parents qui t'ont éduqué sur ces questions. Il y a plein de gens qui n'ont pas cette approche-là. Donc, de juger, c'est un peu unfair, quoi. Je juge pas, mais je me dis, si je deviens une personne du public eye et je connais rien. C'est peut-être pas dans ta personnalité d'aller prendre le micro et d'aller faire des discours. Peut-être c'est juste pas toi, quoi, tu vois. Mais ça peut peut-être pas faire des discours, mais si on te pose des questions, être quand même, genre, tu vois, dire des trucs clever qui sont pas nécessairement des réponses. Moi, je préfère les gens qui reconnaissent qu'ils savent pas dire quelque chose et qui ferment leur gueule et qui laissent parler les gens qui savent faire. Mais ils peuvent dire ça. Mais au moins dire cool avec ça. Dire ça ou après dire autre chose. J'ai pas envie d'entendre tout le monde, en fait, quoi. Je trouve que c'est pas nécessaire. Je comprends. On peut pas entendre tout le monde, mais tu sais qu'au minimum, là, tu sais qu'il y a quelque chose de je ne sais pas parler de ces conversations, oui. Mais je dis pas de s'en laver les mains non plus. Parle avec Angela Davis, tiens. Il se dirige vers des grosses personnes comme ça qui savent, qui sont des bonnes sources, tu sais, à la place. Non, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ça fait que
Michael Jordan, non, il est comme, non, je veux pas en parler. Fait que ça fait en sorte que on va essayer de lui mettre des mots dans la bouche, puis la conversation, on va juste pas aller à quelque part, tu sais. Faut qu'on en parle. Ça va pas être comme... Ben, lui, il peut dire, va parler avec un tel, puis cette personne-là, peu importe si c'est une personne de la gauche ou de la droite, mais au moins, ça va continuer, puis on va... Je sais pas... Ouais, et après, t'es pas obligé de... Tu sais, en revenant sur notre exemple initial, que t'es pas obligé de dire quelque chose pour être un activiste. Des fois, c'est tout juste que, genre, par exemple, si je pense à... Tu sais, on a beaucoup d'exemples d'activisme à travers l'histoire. Si tu regardes, par exemple, dans le tennis, il y a pas longtemps, on a eu Naomi Osaka, par exemple, qui a eu pas mal d'expositions parce que les petits masques qu'elle portait, les discours qu'elle prenait. Elle a une histoire super intéressante. C'est une haïtienne. C'est une haïtienne et japonaise. Et donc tu vois, elle a pas fait... c'est pas comme si... c'est quand même important ce qu'elle fait, où, tu sais, c'est quand même dans une certaine dans le tennis, c'est quand même rare quand même de voir des gens qui ont ce point de vue là, parce que c'est un sport assez riche et quand même assez caucasien. C'est un sport de bourgeois, là. Ouais, complètement, mais on a quand même vu dans l'histoire des gens qui prenaient la parole, comme Arthur Ashe dans la fin des années 80, qui était grand militant aussi pour les réfugiés haïtiens. En 92, il s'est fait arrêter devant la Maison Blanche pendant qu'il protestait, et lui, c'était vraiment un intellectuel, quoi, tu vois. Il avait étudié à l'Université de Californie, il avait une colonne dans le Washington Post en 77, donc et oui, on veut t'entendre parler Arthur Ashe, quoi, tu vois ce que je veux dire? Genre maintenant, si on parle de... je sais pas, j'ai pas envie, j'ai pas de sportif comme ça auquel je pense de suite, mais est-ce que tu as envie d'entendre Piqué Souban de parler de... Est-ce que c'est le genre de profil genre... Ben, il fait autrement, mais tu sais, comme il fait des actions, Piqué, là, il donne de l'argent aux enfants. Des actions, genre ils pensent que des actions communication plus que des actions, quoi, tu vois. Ben, il donne du cash, là, à je sais pas, moi, réparation. Je dis pas que c'est pas bien, tu vois. Je dis pas que c'est pas bien, mais je sais pas, peut-être que lui, faire des actions et communication, c'est à son level, tu vois. Mais c'est comme l'autre, là, comment il s'appelle, Georges Larac. Lui, des fois, je suis genre, oh, ça. Ouais, ben pareil, mais peut-être qu'il a pas le profil pour et les informations pour en parler. Ils ont de l'argent pour payer. Ça veut pas dire que tu as de l'argent que tu vas être éduqué et adepte à parler de conversations intellectuelles. C'est que tu peux t'entourer de gens, d'une relationniste de presse, d'un consultant en XY, puis faire en sorte que ça soit adapté pour toi. Tu sais, comme... Il y a du monde là, qui s'occupe de leur communication, tu sais, qui peut faire en sorte que, check, tu vas avoir l'air legit. On a engagé X en consultation pour faire en sorte que, tu vois, tu sois capable de drop un one-liner qui va faire de l'impact, mais tout en étant neutre. Tu sais. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça. Donc c'est pour ça, et c'est pas comme s'il n'y a pas eu beaucoup de joueurs noirs dans le tennis. Il y en a eu quelques-uns quand même, mais des gens, en faisant des recherches, il n'y en a pas des millions en fait, quoi, tu vois. On peut parler des sœurs Williams aussi, j'imagine, mais les sœurs Williams, elles sont, pendant leur carrière, peut-être un peu plus tard avec Serena, maintenant, etc., qui est vraiment... clairement noire et féministe, tu vois. Mais dans sa carrière, elle était plus jeune. Elle a commencé sa carrière, elle avait comme genre 18 piges. C'est peut-être, tu sais, Naomi Osaka, elle est vachement jeune et elle prend, tu sais, c'est une autre génération. Mais, tu sais, c'est comme dire, ouais, mais pourquoi à l'époque, les sœurs Williams, elles ont jamais rien dit? Alors que non, elles faisaient des choses à leur manière, quoi. Tu vois. Non, j'ai jamais dit qu'elles avaient jamais rien dit. Elles faisaient les choses à leur manière et le fait d'être présente, de gagner des grands chelems où elles se font insulter et où le public utilise le N-word sur elles et de continuer à faire leur meilleur proteste, c'est de gagner presque, quoi, tu vois. Donc je dis qu'il n'y a pas besoin d'avoir juste un profil d'activisme entre guillemets, quoi, tu vois, que même les actes indirects, d'une façon, ils aident la cause aussi. Ouais, mais c'est juste l'espèce d'aspect, comme il y a du monde qui se font sponsor là-dedans. Comme, tu sais, c'est vrai, quand ils gagnent, ils protestent, etc., mais comme, je sais pas, tu sais, il y a toujours de l'argent aussi qui vient acheter, tu sais, comme Kaepernick, là. Lui, il s'est fait acheter un petit peu, là, dans un certain sens, là. Ben, on peut voir les choses comme ça, ouais. Disons que c'est sûr qu'il y a une espèce de récupération. Quand Nike vient chercher Kaepernick, c'est pas non plus pour l'amour... c'est pas non plus pour l'amour de la cause, quoi, tu vois. Nike est une compagnie qui sait ce qu'il fait et voilà, le même trimestre cette année-là, leur bénéfice était de 25%, tu vois. Donc tout le monde s'inquiétait, ouais, mais les mecs de droite, non, bah écoute, apparemment les mecs qui achètent des sneaks,
ils sont plutôt avec ce que Nike pense, quoi, tu vois. Donc, d'un côté, c'est... Si on parle d'avoir des moyens, comme tout à l'heure en WNBA, que ça manque de moyens, etc., ben, ça dépend de qu'est-ce qu'il fait avec ça, Colin Kaepernick, quoi, tu vois, avec cette exposition et que Nike fasse une donation de plusieurs millions de dollars. Ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait, quoi, tu vois? Parce que ces grands gestes, on les voit tout le temps, tu sais. J'ai l'impression que depuis l'histoire du sport et les gros contrats, si on amasse les sommes pour les associations qui ont été versées, on ne devrait pas être loin de fixer la misère dans le monde, quoi, tu vois. Donc, j'exagère un petit peu, quoi, non, tu vois. Non, t'exagères pas. C'est ça qui m'énerve. Pas ce que tu as dit, mais c'est que c'est pas une exagération. C'est que vraiment, on pourrait éradiquer toute la misère du monde avec tout cet argent-là, tu sais. Les gens vont toujours trouver un moyen de faire de l'argent sur des causes sociales ou faire de l'argent sur quand les gens ont absolument plus rien. Regarde Jeff Bezos, là, en ce moment. Là. Il aurait pu, genre, éteindre la famine, je sais pas combien de fois. And that dude is like standing there and not doing jack shit. Tu vois? Moi, genre, si j'étais le court of the world, je condamnerais à crime contre l'humanité, tu sais. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais Aïcha, il a fait sa business, il a été à l'école, il a fait ses efforts, il a fait ses affaires. On peut pas condamner comme crime contre l'humanité, mais genre, oui, parce que t'as, genre, les ressources capitales. Si on vit encore dans ce système capitaliste, puis que toi, t'as toutes les sources pour pouvoir changer les choses, et you ain't doing shit, then yeah, that's a crime. C'est comme... Mais il y a des gens qui sont plus déterminés que d'autres. Je pense que l'exemple ultime pour moi, c'est George Weah, qui était un joueur d'origine du Libéria, qui a eu une carrière encensée de Ballon d'Or, meilleur joueur du monde. Il a gagné tous les championnats dans lesquels il est passé. Vraiment, genre 5 étoiles, la grande classe, George Weah. Et qui était toujours, pendant sa carrière... il prenait toujours le micro pour parler du Libéria et de ce qui se passait là-bas, même si on n'avait pas... Même quand tu dis Libéria... honnêtement, un des premiers trucs que je pense qui est un peu fucked up, c'est le film avec Leonardo DiCaprio sur les diamants, quoi, tu vois. Pour dire on s'est pas trop fait nourrir du Libéria, quoi, tu vois. Et oui, on connaît les histoires de guerre, etc., la guerre du diamant, etc., mais on connaît pas grand chose, alors que George Weah, moi, c'était la seule chose du Libéria que je connaissais. Et lui, il a vraiment insisté pour se présenter au présidentiel, perdu à plusieurs tours, et il a fini à se faire élire à la plus haute fonction de son pays en 2017, quoi, tu vois. Wow. Donc ça, honnêtement, j'en vois pas beaucoup d'exemples comme ça. Je dis pas que tout le monde devrait être président de son pays, mais bon, c'est quand même une autre sorte de détermination, quoi, tu vois. Le mec, il veut vraiment faire quelque chose, quoi, tu vois. Ou je pense à des footballs. On aurait pu mentionner Didier Drogba aussi, qui est un bon exemple. Il y a tellement de sports. Nous en voulez pas, il y a plein de gens qu'on aurait pu parler, mais en même temps, on a 1 heure, tu vois. On a juste 1 heure. Mais tu sais, combien de temps qu'il nous reste? Combien de temps qu'on l'a fait jusqu'à maintenant? 52 minutes. Et wrap it up. Donne les suggestions, quoi. Mais je pense il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas touché, en fait. Mais bon, qu'est-ce que tu voulais parler? Pas tellement parler des exemples en soi, mais ça va. C'est bon, on peut wrap up. Je vais pas commencer à parler, sinon on va jamais finir. OK. Ouais. Sinon, toi, t'avais pas des recommandations sur... Moi, en matière de recommandations, j'ai pensé à Bend It Like Beckham. Oh. Je sais, vous allez rigoler comme ça, mais si tu y penses, c'est un film qui est qui parle de féminisme un petit peu, le fait qu'elle vienne d'une communauté qui est pas très émancipée, qu'elle tombe amoureuse de son coach, elle fait un sport qui est un peu pour les garçons, il y a comme un sous-ton de proteste qui est un peu comme Bubbly Teenager, un peu, quoi, tu vois. Donc je pense qu'il est... Peut-être que, genre, on peut le regarder de cet œil-là, Bend It Like Beckham, ça peut fitter ce genre de conversation, je pense. Il y a un biopic sur la vie de Pelé. Puis la vie de Mohamed Ali aussi, avec Will Smith. Ouais, c'est pas ce qui manque, je pense. Les affaires sur Mohamed Ali, c'est sûr. C'est clair. Mais moi, ma suggestion est un peu plus lourde. Ah ouais? C'est un livre que j'avais mais qu'on me l'a volé parce que c'était trop bon. Ça s'appelle Brazil's Dance with the Devil, Updated Edition. Qui parle des Olympiques et de la Coupe du Monde, and the Fight for Democracy par Dave Zirin. Puis dans le fond, c'est comme, tu sais, le Brésil a fait la Coupe du Monde 2014, Jeux Olympiques 2016,
Puis ça parle de l'histoire du football, du soccer, football, puis l'impact dans l'économie entre les riches et les pauvres, des compétitions internationales qu'il y avait. Il dit vrai aux puissances en présence, comme le Brésil, les États-Unis, la FIFA, la CIO. On remarque aussi beaucoup de journalisme d'investigation sportive, d'histoire sociale perspicace. Et l'auteur, il offre aussi constamment des points de vue uniques sur les liens entre le sport et les questions de race, de mondialisation, de politique et de droits de l'homme. La FIFA et le gouvernement brésilien, ils n'ont pas compris la complexité de la population brésilienne. Parce qu'il est possible que d'à la fois d'aimer le football et d'être indigné aussi contre l'organisation de la Coupe du Monde. Parce que c'est tout un... Il y a beaucoup de corruption, puis il arrive à contextualiser tout ça. Puis vraiment, comme ça fait un lien entre tout ça, les corruptions, dépenses publiques massives, la folie de planification d'un méga événement dans un pays où l'inégalité des richesses sont énormes et les infrastructures posent des problèmes majeurs. Moi, j'ai un autre film à recommander aussi qui s'appelle Offside. C'est un film libanais, je crois. C'est un film qui raconte une histoire, en tout cas en Iran, pardon. C'est en Iran. Et désolé. Et c'est en fait un groupe de femmes qui adorent le foot. Et il y a comme un gros match à Téhéran et elles veulent entre l'Iran et le Bahreïn et elles veulent absolument assister à ce match, mais les femmes sont interdites au stade, elles sont interdites d'aller en public, etc., etc. Donc elles trouvent des stratagèmes pour s'incruster, trouver des angles pour regarder le match, et c'est toute l'aventure de ce groupe de femmes qui essaient d'aller regarder le match de foot. C'est quand même assez drôle, c'est une comédie là. Ouais, donc si vous voulez rigoler un petit peu, ça peut le faire aussi. Et dernière recommandation, ça serait un livre. C'est un livre en 3 volumes. J'ai jamais lu les 3 volumes, évidemment. Ça va être le livre de Arthur Ashe, donc le tennisman activiste qui est mort du sida, malheureusement, à la fin des années 90, qui s'appelle A Road for the Glory. Et c'est vraiment son cheminement en tant que noir, sportive et intellectuelle. Voilà, c'est tout son parcours. Et ouais, je pense que ça sera droit. My type ce que t'aimes. of guy. Donc voilà pour ce qui était du sport et de l'activisme athlétique. Black Lives Matter. Always. Écoute, ben là, on est content, puis on s'en vient avec des discussions vraiment cool. Pour les prochaines semaines, on va inviter des vedettes. Ok, Daïcha, on se voit la semaine prochaine et... by the way, je les connais pas, donc je vais découvrir avec toi. On fait découvrir la France, quoi. Je suis excité, je commence un petit peu à me familiariser avec la musique, etc. Donc je suis très excité pour la semaine prochaine. Oui. Et vas-y, tu wrap up. C'était Aïcha, a.k.a. Gaillance. Julio Mendy, a.k.a. Juju le Moco. Pour le bulletin des cousins. Boum, 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 boum. À la prochaine, ciao.